Donc, 5e chapitre, je vais vous présenter la microscopie intravitale. Donc, cette technique a été une petite révolution. Je dis petite dans le sens où elle n'a pas produit tant d'informations que ça, elle n'a pas forcément permis de résoudre beaucoup de questions biologiques. Par contre, en fait, elle a amené toute une série de nouvelles questions. Donc, je vais vous lire ici les 2 phrases sortant d'un article de revue sur le sujet, parce que je pense qu'elle résume bien la situation. Les questions scientifiques conduisent le développement de la technologie, et les nouvelles technologies, à leur tour, influencent le type de questions que nous posons dans un processus itératif de découverte. Donc, pour comprendre certains phénomènes, on a développé la microscopie intravitale. Mais cette microscopie a en fait amené à de nouvelles questions suite aux observations qui ont été réalisées. Donc la capacité de voir de ses propres yeux les cellules fonctionnant dans leur tissu natif peut profondément influencer notre réflexion sur les processus cellulaires et susciter de nouvelles questions. Donc, je vais commencer par une introduction à la microscopie à 2 photons. Donc, je n'entrerai pas dans le détail de la microscopie à 2 photons. Le but ici est simplement de vous faire comprendre sa spécificité. Donc, la microscopie à 2 photons repose sur 2 éléments. La possibilité d'avoir une excitation extrêmement brève, mais extrêmement intense de fluorochrome in vivo. Et la disponibilité de molécules fluorescentes que l'on peut utiliser in vivo. Donc on peut comparer de manière simpliste la microscopie confocale à la microscopie à 2 photons. Donc dans la microscopie confocale, on va utiliser un seul photon à haute énergie pour exciter le fluorophore, l'amener à un état excité qui, suite à la phase, je dirais, de relaxation radiative, va produire une émission de lumière. Alors, la caractéristique, c'est que ce photon à haute énergie doit traverser toute l'épaisseur du tissu. Et donc, si vous voulez regarder en profondeur dans un tissu, ce qui est généralement le plus important, il faut utiliser des photons très énergétiques pour littéralement percer le tissu, ce qui va l'échauffer. À la différence, l'approche avec double photon, on va utiliser des photons qui ont une moindre énergie, et c'est l'addition de 2 photons qui va amener le fluorophore à un niveau d'énergie qui permettra la relaxation radiative, et donc l'émission de lumière. Et plus important, cette somme de 2 photons ne se passera qu'en un point du tissu, le point qui nous intéresse. Donc on évite en fait de forer, de traverser le tissu avec une émission fortement énergétique, comme dans le cas du microscope confocal ici, et on focalise directement les 2 photons sur le point qui nous intéresse. Donc ça limite très très fortement l'échauffement du tissu, et donc ça permet d'aller en profondeur sans perturber le tissu. Alors, techniquement, pour réussir à ce que 2 photons s'additionnent au même point pour exciter suffisamment un fluorophore, il faut en fait une très très haute densité de photons, et donc une émission de photons extrêmement importante, très très forte, qui ne se passe pas du tout en fait dans un microscope confocal. Alors, cette émission, en fait, pour être soutenable et ne pas détruire également le tissu, l'astuce, c'est en fait que cette émission soit pulsée, elle n'est pas continue. Donc, un laser de microscope confocal va être constant, alors qu'un laser de microscope à 2 photons, lui, sera pulsé. Donc, contrairement au laser confocal qui est continu, on a un laser pulsé dans le cas du laser de photons, qui va éviter une vaporisation, littéralement, du tissu, si on émettait une telle quantité, entre guillemets, de photons de manière continue. Donc c'est une technologie qui est beaucoup plus compliquée, et qui malheureusement est beaucoup plus coûteuse, et qui est réservée à certains laboratoires.
Donc si on compare de manière superficielle les techniques de microscopie confocale et la technique de microscopie à 2 photons, au niveau des dommages tissulaires, les dommages tissulaires vont être très hauts pour la microscopie confocale, ce qui va limiter fortement la capacité à observer en profondeur dans le tissu. On va concrètement se limiter à 40, 50, 100 micromètres au grand maximum, ce qui est très peu, ça fait 10 diamètres cellulaires à peine, donc on reste en surface des organes, alors qu'avec une microscopie à 2 photons, on a des dommages bas, et on peut pénétrer jusqu'à à peu près 500 micromètres, donc un demi-millimètre. Sachant qu'un ganglion de souris qui n'est pas trop inflammé fait 1, 2 mm, 3 mm de diamètre, ça permet déjà, avec cette technique de microscopie à 2 photons, de voir des couches raisonnablement profondes du ganglion. Alors, cette technologie, la microscopie à 2 photons, n'est qu'une partie, entre guillemets, de ce qui a permis la révolution de l'intravital imaging. Le deuxième élément majeur, c'est la découverte de fluorophores qui peuvent, entre guillemets, être tolérés in vivo dans les tissus vivants. Donc 3 chercheurs ont été récompensés par un prix Nobel en 2008 pour la découverte de ces fameux fluorophores. Il en existe actuellement un très très grand nombre, avec toute une série de caractéristiques différentes en termes de toxicité pour les tissus, de longueur d'onde d'émission et également d'intensité d'émission. Donc actuellement, et cette liste ici est totalement obsolète, elle est 10 fois plus longue actuellement, il existe une grande gamme de fluorophores compatibles avec les tissus biologiques et qui sont adaptés pour toute une série de mesures spécialisées. Et donc ces fluorophores ont permis dans les années 90 le développement d'organismes génétiquement modifiés exprimant des molécules fluorescentes. Donc la toute première souris génétiquement modifiée exprimant un fluorophore, ça a été le fluorophore GFP, la Green Fluorescent Protein. Et donc c'était les fameuses souris vertes, donc des souris qui, sous un rayonnement ultraviolet, émettaient une fluorescence verte. Alors, au départ, les premières souris créées l'ont été avec ce qu'on appelle un reporter ubiquitaire, l'ubiquitine. Donc ce promoteur est exprimé dans pratiquement toutes les cellules, et donc l'essentiel des cellules de ces souris exprimait un fluorochrome émettant dans le vert, la GFP. Alors, ça a déjà permis pas mal d'expériences intéressantes, parce que par exemple, si on prend les cellules d'un de ces animaux fluorescents, on peut en fait transférer ces cellules dans un animal non transgénique pour la GFP. Et donc on peut, dans cet animal non fluorescent, suivre des cellules spécifiques fluorescentes. Parce qu'évidemment, si on prélève des cellules, on peut aussi sélectionner quelles cellules on prélève et quelles cellules on va transférer dans un nouvel animal. On peut par exemple imaginer de sélectionner uniquement les cellules lymphocytaires TCD4, de transférer ces cellules. Et donc on saura dans l'animal qui sera repeuplé en partie avec ces cellules, que si une cellule est fluorescente, c'est forcément une cellule lymphocytaire TCD4, par exemple. Donc ici vous voyez la publication originale des premières souris transgéniques exprimant la EGFP, Green Fluorescence Protein, sous le contrôle d'un promoteur ubiquitaire, la bêta-actine. Donc l'actine est présente dans la majorité des cellules. Et donc sous une illumination UV, vous voyez ici une souris fluorescente dont les organes vont émettre dans le vert, et une souris non transgénique contrôle qui évidemment n'émet pas de fluorescence illuminée en réponse à une illumination aux ultraviolets. Donc de la même manière ici vous voyez des cellules fluorescentes non fluorescentes, ou des organes fluorescents non fluorescents, et évidemment des souriceaux. Alors évidemment, suite à cette première découverte, cette première application, on a développé d'autres types de souris exprimant d'autres fluorochromes. Un autre fluorochrome très intéressant qui est toujours très utilisé actuellement, c'est la M-Chérie. C'est une modification d'une protéine trouvée chez le corail, la Discosoma red protein, et qui, elle, exprime plus dans le rouge.
Donc ici par exemple on a une comparaison de souris wild type, non fluorescente, fluorescente pour la GFP ou fluorescente pour la mCherry. Et donc en fonction du type de stimulation, on va avoir expression d'une fluorescence des souris EGFP ou ici des souris mCherry. Et donc là on va avoir la possibilité d'avoir des cellules présentant deux types de fluorescence. Et donc les expériences de transfert de cellules que je vous ai décrites peuvent, avec par exemple ces deux types de souris, inclure par exemple un transfert de lymphocyte T d'une souris EGFP, de lymphocyte B d'une souris par exemple mCherry. Et donc ça permet, dans une souris non fluorescente, de suivre en microscopie intravitale ces deux types cellulaires. Donc on va maintenant passer à la méthodologie de la microscopie intravitale en tant que telle. Donc il y a deux manières très différentes de travailler. Il y a ce qu'on appelle vraiment sensu stricto l'intravital imaging. Donc on va véritablement, en réalisant une fenêtre dans un tissu, observer à l'intérieur du tissu d'un animal vivant le mouvement des cellules, ou on a l'approche des explants. Et donc là, on va prendre un tissu, ou un fragment de tissu, le mettre dans des conditions in vitro, avec oxygénation en milieu de culture, donc dans un environnement défini, et dans cet explant, on va observer les mouvements tissulaires. Alors évidemment, l'intravital imaging permet des observations beaucoup plus fiables, parce qu'on est dans une position où on est dans le contexte, je dirais, naturel de la réponse immunitaire. Le seul désavantage de cette approche, c'est qu'évidemment, elle n'est pas faisable chez l'humain. On ne va pas ouvrir une fenêtre dans un organe chez un humain pour regarder avec un microscope. Par contre, on peut réaliser des explants. Donc vous avez des biopsies qui sont réalisées assez régulièrement pour toute une série de pathologies. Donc on peut dans les cliniques disposer de prélèvements de tissus humains qui peuvent être mis en culture et examinés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut disposer de prélèvements donc provenant de pathologies et donc provenant de tissus qui sont dans des états proches de ceux qui nous intéressent pour, par exemple, traiter, je ne sais pas, un cancer ou une infection. Donc, avantages et inconvénients des deux approches, mais dans la suite du cours, on va principalement se focaliser sur l'intravital imaging. Alors, pour réaliser cet intravital imaging, il y a toute une série de contraintes supplémentaires, évidemment, par rapport à l'explant. Le fait notamment qu'on va devoir anesthésier l'animal, l'endormir et évidemment bloquer toute sensation de douleur. Le fait qu'on va devoir réaliser une fenêtre pour avoir accès à un tissu. Donc c'est une opération chirurgicale très précise, mais qui, même si elle est bien réalisée, cause un léger trauma chirurgical. Donc une inflammation qui peut potentiellement modifier ce qu'on observe. Donc, c'est une technique qui nécessite, en plus d'avoir des compétences en microscopie poussée, d'avoir des compétences en manipulation d'animaux et en chirurgie. Alors, que donnent concrètement ces techniques de microscopie intravitale? Je vais partir d'un exemple extrêmement simple. J'avais eu la chance en fait de voir des mises au point dans le laboratoire qui travaillaient sur le sujet à l'époque. Donc ici, on va partir de souris wild type qui vont être injectées avec des cellules qui sont GFP positives ou des cellules qui sont colorées avec un fluorochrome de membrane. Ça, ce sont les grands types d'expériences qui ont été réalisées au départ, je les ai déjà décrits. On peut aussi partir de souris qui sont fluorescentes, à la base par exemple en GFP, et dans lequel on va injecter des cellules qui sont fluorescentes dans un autre fluorochrome. Par exemple, le mCherry que je vous ai décrit, DS-RED est un équivalent du mCherry. Donc, ce qui avait été fait ici dans les toutes premières expériences, en fait, c'est basique, mais je trouve que l'image est quand même déjà assez parlante au niveau de ce qu'on peut faire comme type d'observation. Ici, c'est une microscopie intravitale dans une oreille de souris,
Donc c'est un des seuls tissus en fait où on peut observer quelque chose sans réaliser une fenêtre, un acte chirurgical. Il suffit d'anesthésier l'animal, d'anesthésier la souris, et on peut directement observer les cellules présentes dans l'oreille, parce que la peau au niveau de l'oreille est extrêmement fine. Et donc ici, tout ce qu'on fait, c'est de changer la focale de la microscopie pour pénétrer progressivement dans le tissu. Dans une souris qui est ubiquitine GFP. Donc le promoteur ubiquitine garantit une expression constitutive dans pratiquement toutes les cellules de la GFP. Et donc ce que vous allez voir ici, c'est un tissu où toutes les cellules sont GFP positives, donc c'est pas très discriminatif, mais en allant en profondeur, vous allez voir un vaisseau sanguin qui est ici, et des cellules GFP qui circulent dans ce vaisseau. Et donc déjà, cette observation toute bête va vous montrer quel est le comportement réel in vivo de cellules, entre guillemets, qui passent dans un vaisseau, et de cellules qui sont autour de ce vaisseau. Et un des résultats très intéressants, c'est que vous allez voir que toutes les cellules, en fait, sont mobiles. Alors certes, les cellules qui passent dans le vaisseau passent très rapidement, vous allez à peine les voir, mais toutes les cellules, en fait, présentes dans le tissu, sont mobiles. Donc même les cellules considérées comme stromales, non migrantes, en fait, ont une certaine mobilité. Voilà. Donc, ici, on est passé dans le tissu. Donc, je vous remontre l'image. Je vais vous la montrer plusieurs fois pour que vous ayez eu le temps de voir. Là, vous avez le tissu. Vous voyez les cellules qui passent à travers. Par contre, toutes les autres cellules ici sont légèrement mobiles aussi. Donc, pour réaliser ce type d'observation, à minima, il faut anesthésier les animaux, ce qui déjà représente un certain challenge technique. Donc ici, vous avez un matériel relativement simple d'anesthésie. Donc vous avez le gaz anesthésique, la souris va être couplée à ce gaz via ici un petit respirateur, mais ce gaz, vous devez le récupérer et le neutraliser, ici. Sinon, évidemment, le gaz, entre guillemets, peut affecter l'expérimentateur. Donc, comme on le voit ici, il faut déjà un mécanisme assez sophistiqué, simplement pour garder sous anesthésie un animal. Alors, il existe évidemment différents types d'anesthésie. Le plus simple, c'est par exemple l'usage d'un gaz comme l'isoflurane, qui va donner une anesthésie relativement continue, avec le problème qu'il faut donner ce gaz en permanence. Il est possible également d'utiliser des anesthésiques par voie intraveineuse ou voie intrapéritonéale, donc par exemple des mixtures de kétamine, xylazine, acétopromazine et ainsi de suite. Le problème généralement de ces injections d'anesthésiques, c'est qu'en fait vous allez avoir une anesthésie forte au début qui va varier avec le temps. Dans le cas d'une anesthésie gazeuse, l'anesthésie est plus constante. Donc ça permet déjà en partie de limiter les artefacts. Alors, en fait, chaque fois que vous voulez observer un tissu particulier, vous allez avoir un protocole opératoire qui va être très différent. Donc au fil du temps, toute une série de procédures différentes se sont développées pour observer par exemple le thymus, les ganglions lymphatiques, la moelle osseuse, la peau, et ainsi de suite. Donc je ne vais ici vous montrer que quelques exemples, juste pour illustrer le principe. Donc par exemple, on peut réaliser une fenêtre au niveau de l'abdomen, en coupant et en décollant doucement la peau, et donc ça va permettre par exemple d'observer des vaisseaux sanguins sous-cutanés. On peut également réaliser ce type de fenêtre au niveau de la patte, notamment dans le creux du genou, ce qui va permettre d'observer juste sous la peau le ganglion poplité, ici. Alors, toutes ces observations, en plus de devoir être faites sous anesthésie, doivent être évidemment faites sous des conditions d'oxygénation de l'animal et des températures contrôlées. Un animal anesthésié va avoir tendance à se refroidir,
et on a observé que la température du tissu influait énormément sur la mobilité cellulaire. Donc, en plus du contrôle du sommeil, de la douleur, vous devez avoir un contrôle de l'oxygénation et de la température. Alors un exemple plus complexe ici, pour observer par exemple la microcirculation au niveau du cerveau, on peut aussi également réaliser des fenêtres au niveau du crâne, donc ce qui va nécessiter d'ouvrir la peau, d'enlever une partie de la calotte osseuse pour observer directement la circulation au niveau du système nerveux. Donc chacune de ces techniques évidemment est un acte chirurgical qui demande des spécialistes et qui demande évidemment d'être bien contrôlé. Alors, au-delà de ces aspects-là de manipulation de l'animal, il y a toute la partie collecte de données. Donc, au départ, les premières expériences qui ont été réalisées, on se contentait en fait de faire un film en 2 dimensions. Je vous montrerai des exemples. Très vite, en fait, on a évolué vers une capture en 3 dimensions. Donc on a effectué des balayages à différents niveaux de profondeur, et donc on n'a plus collecté des simples images, mais des volumes d'images au cours du temps. Et donc ça a permis de produire des reconstructions 3D de tissus, avec différents mouvements cellulaires dans ce volume 3D. Alors très vite, vous verrez les exemples, l'œil s'y perd, c'est très difficile d'arriver à se faire une idée sur les comportements cellulaires. Donc il a très vite fallu développer des logiciels de tracking. Donc des logiciels qui vont arriver à suivre les cellules individuellement, leur assigner une trajectoire, permettre une visualisation facile de cette trajectoire, mais aussi mesurer toute une série de paramètres liés à cette trajectoire. Donc par exemple la vitesse des cellules, mais également toute une série de paramètres liés au type de trajectoire. Par exemple, est-ce qu'une cellule va rester dans une zone donnée? Donc, quelle va être sa distance, la distance parcourue au cours du temps par rapport à son point d'origine? Est-ce que la cellule va effectuer, par exemple, des mouvements à angle très brusques? Il y a toute une série, en fait, de paramètres de mobilité qui ont été définis permettant de quantifier le mouvement, par exemple, de centaines de cellules captées dans ces images en 3D. Donc on verra quelques exemples de ça, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Donc le futur de la microscopie intravitale, la plupart des exemples que je vous montrerai dans le cours ont été réalisés avec 1, 2, 3 marqueurs fluorescents, parfois 4. Le futur, c'est évidemment d'augmenter le nombre de sondes fluorescentes. Ça fait très longtemps qu'on parle de passer à plus de 4, parfois même jusqu'à 8. En pratique, ça n'a encore jamais été fait. Le futur, c'est aussi d'améliorer la profondeur des observations. On est toujours limité à peu près 0,5 mm. Ça ne permet qu'une observation assez superficielle de certains tissus. Le but est d'aller beaucoup plus profond, mais il faut alors améliorer, entre guillemets, les microscopes en tant que tels. On peut également modifier, améliorer les fluorochromes. Par exemple, certains tissus ont une autofluorescence, et donc avoir des fluorochromes dans des zones d'émission où il n'y a pas d'autofluorescence du tissu, ça peut être très intéressant. Et il y a également des tentatives de développement technique pour avoir une mesure au niveau moléculaire in vivo. Mais ça, je n'aborderai pas ce problème ici. Donc, le principal inconvénient des techniques d'imagerie intravitale, vous l'avez compris, c'est l'obligation de réaliser une chirurgie invasive sur l'animal, pour observer les tissus au niveau cellulaire. Et donc cette chirurgie, elle est souvent lourde, et donc elle va empêcher l'observation répétée d'un même tissu. En pratique, dans la majorité des modèles, on fait une observation sur l'animal, puis ensuite il n'y a pas de réveil de l'animal, il est euthanasié. Donc une alternative qui est très intéressante pour passer outre ce problème, bien que cette alternative soit limitée à certains organes, c'est la greffe de l'organe dans une zone sous-cutanée qui est directement observable. Donc je vous ai dit que l'oreille de la souris était extrêmement fine au niveau cutané. Donc si on peut arriver à glisser un organe sous cette peau, et que cet organe est correctement vascularisé, il est alors possible de l'observer en continu, sans faire une opération chirurgicale. Et donc ça permettrait d'observer plusieurs fois un même tissu au cours du temps.
Donc c'est ce qui a été réalisé ici dans cet article de 2012. Ils ont mis au point une nouvelle technique non invasive permettant de faire des observations continues sur un organe. Donc qu'est-ce qui a été fait concrètement? En fait, ils ont pris un ganglion lymphatique et ils l'ont greffé au niveau du tissu de l'oreille. Ici, vous avez une oreille de souris, donc ils ont légèrement ouvert cette oreille, ils ont placé ici le ganglion lymphatique, donc là vous avez l'oreille en coupe, on a inséré le ganglion, on a laissé évidemment la peau cicatriser et le ganglion se vasculariser. Donc ça c'est un phénomène qui se produit spontanément. Et donc ce système de ganglion lymphatique transplanté, permet une observation continue du ganglion lymphatique. Alors évidemment, on a modifié légèrement le système, on a déplacé un ganglion lymphatique, ça a forcément des conséquences, on suppose que sa vascularisation n'est pas parfaite non plus, mais ça permet une observation continue du ganglion, ce qui permet de collecter évidemment beaucoup plus d'informations. Donc toutes ces techniques, ça vous devez bien en prendre conscience, ont chaque fois des limitations. Et quand vous lisez un article scientifique, ce qui est très important, c'est que vous compreniez ces limitations. Donc, dans la présentation des articles, j'essaierai toujours d'insister là-dessus, les avantages liés à la technique et les inconvénients. Donc, qu'est-ce que ça a permis, concrètement? Mais par exemple, de faire toute une série d'observations au niveau des vaisseaux à différents jours, 1-3 jours après greffe du ganglion. Donc, ici, quelque part, le challenge technique, c'était simplement de pouvoir observer plusieurs fois de suite la même zone d'un jour à l'autre au niveau d'un même animal. Donc maintenant, je vais passer à la présentation d'une série d'articles sur cette technique pour illustrer 3 phénomènes. Donc le patrolling des cellules du système immunitaire, l'organisation dynamique des ganglions lymphatiques et la dynamique de formation des granulomes. Et donc nous commencerons par le patrolling des cellules du système immunitaire. Donc patrolling, ça fait référence à un terme de tactique militaire, c'est quand un petit groupe, un petit nombre d'éléments va se déployer sur un large périmètre et va se déplacer systématiquement sur ce périmètre. Alors, ce phénomène de patrolling, j'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, il a été connu grâce aux techniques de microscopie intravitale. C'est un phénomène dont on ignorait l'existence avant qu'on puisse faire des mesures dynamiques de la réponse immunitaire in vivo. Avec des mesures statiques in vivo, il était impossible de mettre en évidence ce mouvement. On ne pouvait pas le détecter, on ne pouvait pas le supposer. Donc, ça fait vraiment partie des phénomènes très intéressants qui ont été simplement découverts en utilisant cette nouvelle technique. Donc à quoi sert le patrolling pour les cellules du système immunitaire? En fait, ça va dépendre du type de cellules concernées. Donc vous avez par exemple les cellules T régulatrices, les cellules TCD4 régulatrices suppressives, on a dû vous en parler dans le cadre de la tolérance au soi. Elles vont réguler négativement l'activation des cellules T en vue de limiter les réactions auto-immunes, et donc limiter l'intensité des réactions immunitaires en général. Et donc elles vont systématiquement patrouiller pour réaliser cette tâche. De la même manière, les cellules de l'immunité innée, par exemple les monocytes, les natural killers, T-cells, on va voir des exemples par la suite, pour détecter la présence d'agents pathogènes, vont patrouiller dans le tissu. Donc de nouveau, ça permet à peu de cellules, en fait, de surveiller un large territoire dans un tissu. Et dans le cas des lymphocytes T et des lymphocytes B, ça va notamment aussi permettre la capture des antigènes, la détection des pathogènes. Donc on va commencer par un premier article, assez vieux, mais c'est vraiment le tout premier qui est sorti sur le sujet, donc en 2005 dans PLOS Biology. Donc ils se sont intéressés à un type cellulaire très particulier au niveau du foie, les natural killer T-cells, qui en fait sont détectables in vivo grâce à l'expression spécifique de un récepteur particulier, le CXCR6.
Donc pour chaque article, je vais vous faire un bref topo méthodologique assez court, juste pour vous expliquer les outils qui ont été utilisés pour réaliser l'étude. Donc ici, on s'intéresse au foie, qui est un site très important dans toute une série de réactions immunitaires, et on va s'intéresser aux natural killer T-cells, qui sont présents généralement à l'état de trace, c'est une population cellulaire relativement rare, plus ou moins 1% des cellules dans beaucoup d'organes, mais qui est présent à un niveau plus élevé dans le foie. Donc, dans le foie, pratiquement 30% des lymphocytes T sont des natural killer T-cells. Et ces lymphocytes expriment un récepteur particulier, ce qu'on appelle un NK récepteur, par exemple le NK1.1, et le récepteur TCR, le T-cell récepteur des lymphocytes T. Et une large fraction de ces cellules, NKT, ont des récepteurs particuliers, dont des récepteurs capables de reconnaître le CD1D. Donc je vous explique tout ça parce qu'en fait, ces types de récepteurs vont permettre l'identification en fait de ces cellules in vivo. Donc, dans l'établissement d'un modèle d'observation, la première étape, la plus importante, je vous le réexpliquerai un peu pour chaque modèle, mais je vais insister sur celui-ci, au départ, c'est tout d'abord d'être certain de ce qu'on observe. Donc, si on a une souris qui est génétiquement modifiée pour exprimer un fluorochrome associé à un promoteur particulier, il faut être absolument certain que ce promoteur va être lié à un type cellulaire bien particulier. Sinon, vous ne savez pas en fait ce que vous observez. Donc ici, les souris sont des souris GFP pour le CXCR6, un récepteur de chemokine. Et la première partie du papier, en fait, c'est une vérification du fait que les cellules GFP dans ces souris correspondent majoritairement, ici ça va être à peu près 75-80%, à des cellules qui répondent au phénotype des natural killer T-cells. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais par exemple, les auteurs vérifient que ces cellules GFP positives reconnaissent par exemple le ligand CD1D, qui est un ligand typique des natural killer T-cells. Ils vont également vérifier que ces cellules GFP positives expriment le TCR. Et donc avec ces différentes vérifications, ils vont être certains que les cellules fluorescentes in vivo dans le foie qu'ils observent sont majoritairement des cellules natural killer T-cells. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est essayer d'avoir une idée déjà de la distribution du CXCL16 in vivo, indépendamment de l'expression du fluorochrome. Donc ici, c'est pas de l'intravital imaging, c'est de la microscopie classique, et ils ont simplement essayé de voir avec un anticorps anti-CXCL16 la distribution de cette chemokine. Donc le CXCL16, c'est ce qui est reconnu par le récepteur CXCR6, présent sur les natural killer T-cells, et donc ici, avec un anticorps anti-CXCL16, on va pouvoir visualiser la présence de cette cytokine, et l'observation ici en microscopie montre que cette chémokine, elle est principalement exprimée sur les cellules endothéliales des sinusoïdes. Alors, ici, on va par contre regarder en intravital, c'est le premier film, les cellules natural killer T-cells, CXCR6 positives, au niveau du foie. Donc, je lance le film. Donc, c'est une observation assez basique. Donc, on se base simplement sur l'autofluorescence du tissu ici qui donne un background qui permet de voir les sinusoïdes. Et ici, hautement fluorescent, vous avez les cellules CXCR6. Alors, première observation intéressante, ces cellules sont localisées dans les sinusoïdes hépatiques,
et circulent en permanence. Donc c'est le fameux phénomène de patrolling. Ici, vous avez simplement une vue un peu plus large. Voilà. Alors, pardon. Donc ce que les auteurs ont fait dans un tout premier temps, de nouveau ça n'avait jamais été fait avant, c'est, face à ce mouvement, à mesurer la vitesse du mouvement. Donc ils ont réalisé toute une série de mesures sur des cellules individuelles dans les tissus, sur des temps donnés, et ils ont pu réaliser une distribution de la vitesse des cellules qui sont CXR positives. Donc ça leur a donné une vitesse, ici par exemple, de 16 micromètres par minute. Donc les films que je vous passe sont très fortement accélérés, évidemment, par rapport à la réalité. Par contre, un point qui est vraiment absolument surprenant et qui va être très bien illustré dans le film ici, c'est le fait que ces cellules se déplacent, mais ne se déplacent pas forcément dans le sens du courant sanguin. Donc on pourrait imaginer que les cellules sont simplement portées par le flux sanguin. En fait, le film ici va vous montrer très simplement qu'il n'en est rien, parce qu'on va voir deux cellules se croiser dans un même vaisseau. Donc il y en a forcément une qui remonte entre guillemets le courant. Voilà. On va voir d'autres cas ici, de croisement de cellules dans le même espace. Et donc, forcément, on a un croisement. Et donc si les cellules sont capables de remonter le flux sanguin, ça veut bien dire que leur mouvement est actif, et n'est pas passif, les cellules ne sont pas simplement emportées par le flux sanguin. Alors, ensuite, les chercheurs ont essayé de modifier ce mouvement, notamment en activant les cellules. Donc ils ont injecté dans l'animal des anticorps anti-CD3, qui vont activer les récepteurs de type TCR, ou ils vont injecter de la concanavaline A. Donc concanavaline, c'est ce qu'on appelle une lectine, ça permet aussi de réticuler, d'activer les récepteurs. Et donc ici, leur question, c'est, si on active ces cellules qui circulent en absence de stimulation, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils ont observé, en fait, et vous allez voir le film ici, vous avez le mouvement cellulaire au départ sans addition de concanavaline A, on injecte la concanavaline A dans la circulation sanguine de l'animal, et très vite, vous allez en fait voir que les cellules s'arrêtent. Ce qui en fait est une réponse tout à fait appropriée, parce que si elles rencontrent un antigène, si elles sont activées, ben, il est tout à fait logique qu'elles s'arrêtent. Donc là, vous voyez le moment où la concanavaline A est ajoutée au système. Voilà, on l'ajoute. Et vous voyez que tout de suite, toute une série de... Enfin, tout de suite, le film est accéléré. Vous avez très rapidement toute une série de cellules qui vont s'arrêter. Voilà. Toute une série de cellules arrêtent de se déplacer. Je vous le remontre encore une fois. Mouvement... concanavaline. Voilà. Alors, un autre type d'activateur, l'alpha-galser, un activateur un peu plus physiologique. Ils ont comparé différents activateurs, mais ils ont obtenu le même genre de résultat. Voilà, alpha-galser, hop, ça ne bouge plus. Donc, prenez par exemple, comme exemple, celle-là, qui est ici au centre. Voilà, la cellule s'est déplacée, dès que l'alpha-galser a été ajouté, elle s'est complètement arrêtée. Donc je vous ai présenté le mouvement des natural killer T-cells dans le foie. Ici, en fait, le même groupe de Frédéric Geisman a essayé de monitorer le mouvement des monocytes, donc les macrophages de la circulation sanguine, dans les vaisseaux sanguins, à la fois dans les capillaires et dans des plus gros tissus, et dans des plus gros vaisseaux, pardon. Donc,
de nouveau, ils ont choisi un modèle leur permettant de visualiser spécifiquement les monocytes. Donc il y a deux grands types de monocytes, ce qu'on appelle les résidents, les monocytes résidents, qui sont CX3-CR1 très positifs, et les monocytes inflammatoires, qui sont CX3-CR1 faiblement positifs. Donc, ils ont développé une souris CX3-CR1 GFP. Donc, la GFP, malheureusement, n'est pas exprimée que sur les monocytes. Elle est exprimée sur les monocytes, les natural killers et les cellules T. Et donc, les auteurs ont utilisé une souris qui est déficiente pour RAC2 et qui est également déficiente pour gamma-C. On ne va pas entrer dans le détail, mais en gros, ces souris sont déficientes pour les lymphocytes T et les natural killers. Donc, le CX3-CR1, qui dans une souris wild-type est exprimé sur ces trois types cellulaires, dans ces souris double KO, transgéniques pour la GFP, n'est plus exprimé que sur les monocytes. Alors de nouveau, ça donne une limitation au système, vous l'avez compris. Dans ces souris, vous avez des monocytes fluorescents, mais vous n'avez plus de natural killer, vous n'avez plus de cellules T. Donc ces souris sont déficientes pour toute l'immunité adaptative, donc le comportement de certains types de cellules peut être modifié, évidemment. Mais ces souris permettent quand même une observation des monocytes, ce qui à l'époque n'avait de nouveau jamais été fait. Donc c'est un premier modèle d'observation, en ça c'est intéressant, mais il faut avoir conscience des limitations du modèle. On est in vivo, mais dans un animal qui a été fortement modifié. Il n'est pas seulement transgénique GFP, il est aussi KO pour plusieurs molécules, pour empêcher l'apparition de certaines populations cellulaires. Et donc, le groupe a réalisé, à l'aide de ce modèle, une série d'observations sur des capillaires ou des vaisseaux sanguins présents au niveau de la cavité ventrale de la souris. Alors, je vais d'abord vous montrer en fait les observations au niveau de nouveau de l'oreille, où on a de tout petits vaisseaux sanguins, ce qui permet de nouveau de ne pas ouvrir l'animal. Au niveau de l'oreille, on peut vraiment faire des observations directes. Alors, ils ont eu l'idée en fait d'injecter un fluorochrome couplé à du dextran, ce qu'ils appellent ici le trick dextran, pour colorer en fait directement le flux sanguin. Donc on a simplement des billes dextran fluorescentes qui passent dans le flux sanguin, et ça va permettre de visualiser simplement le flux sanguin en microscopie intravitale. Et évidemment, en vert, on aura les cellules GFP positives, les monocytes. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est un vaisseau sanguin avec des cellules qui circulent autour des capillaires partant de ce vaisseau sanguin. Et je vous conseille de regarder cette cellule ici. Vous allez voir qu'elle est dans le vaisseau sanguin principal. Elle va en fait se déplacer le long de la paroi et elle va ensuite remonter ce petit capillaire-ci. Voilà, elle est là. Et hop, elle a pris un petit capillaire et elle le remonte. Et vous avez toute une série d'autres cellules qui se baladent dans le vaisseau sanguin. Mais celle-ci, je dirais, est dans le bon plan. On l'a vu partir de là et elle est remontée jusqu'ici. Alors, ils ont, entre guillemets, inventé une technique qui est intéressante. Je vais vous remontrer le même film, mais avec un cumulatif, entre guillemets, au niveau de la fluorescence. Donc tout ce qu'ils ont fait ici, finalement, c'est de superposer les images. Ça va vous permettre, en fait, de visualiser mieux la trajectoire. C'est assez ingénieux comme système. Voilà, donc vous avez la cellule qui part de là. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de système de tracking perfectionné. Donc ils ont pensé à ce système tout bête d'accumulation d'images pour, en fait, visualiser les trajectoires. Donc, ils ont réalisé ces observations sur des fins capillaires, ils les ont également réalisées sur des vaisseaux présents au niveau
de la peau du ventre de la souris. Je vous avais montré des exemples où on coupait une partie de la peau ventrale, on la repliait légèrement pour observer des vaisseaux présents sur cette face. C'est le cas ici. Donc ici, on a des petites veines, des petites artères, et on va voir le même type d'analyse en fluorescence. Voilà, je relance. Donc, les petits points qui passent rapidement, ce sont les cellules qui sont dans la circulation sanguine. Les cellules qui bougent plus lentement, ce sont les cellules qui sont en fait accrochées et qui vont se déplacer le long, entre guillemets, du vaisseau. Donc les auteurs ont réalisé toute une série de mesures sur ces déplacements tissulaires. Donc dans le précédent papier, ils s'étaient contentés d'une mesure de vitesse et de constater qu'en fait ils pouvaient se déplacer à contre-courant. Ici en fait, ce sont les premières études où on a vraiment essayé de quantifier les types de mouvements. Et donc ils ont défini toute une série de types de mouvements, les boucles, les hairpins, les vagues, les patterns mixés et ainsi de suite, et ils ont quantifié ces différents types de mouvements, en plus évidemment de mesurer la vitesse de déplacement des monocytes. Et ce qu'ils ont mis en évidence ici, donc c'est de nouveau un des premiers index du type qui a été produit, c'est ce qu'on appelle un index de confinement. Donc c'est la distance qui va être parcourue par la cellule en moyenne, à partir de son point initial quand on commence la mesure. Et en fait, ils se rendent compte assez rapidement que dans la majorité des cas, les cellules se déplacent relativement peu dans le tissu. Elles bougent beaucoup, elles ont une certaine vitesse, mais elles ne quittent jamais, rarement une certaine zone. Donc c'est vraiment ce qui définit le principe du patrolling. C'est un mouvement en pas pour se rendre quelque part, mais pour patrouiller, pour surveiller un tissu. Donc, les monocytes expriment certains types d'intégrines, LF1, MAC1, et donc dans cette étude, ils ont essayé en plus de déterminer quels étaient les récepteurs qui permettaient aux monocytes d'adhérer au vaisseau, et donc de ne pas être emportés par le flux sanguin. Et donc, ils ont essayé, c'est une des premières études aussi qui avait été réalisée dans le genre, ils ont injecté dans la circulation intraveineuse des anticorps contre ces récepteurs. Et donc l'idée, c'est d'empêcher l'interaction des cellules avec leurs récepteurs, et donc de les décrocher du vaisseau pour qu'ils soient éjectés dans le flux sanguin. Donc ici, c'est comme pour les expériences d'activation avec les natural killer T-cells, on va injecter un anticorps anti-LF1, et on va voir qu'en fait des cellules présentes ici dans le vaisseau vont être décrochées et éliminées dans le flux sanguin. Voilà. Donc regardez les cellules ici. Là on ajoute l'anticorps. Hop, vous décrochez les cellules. Je vais vous le remontrer. Hop. Vous avez toute une série de cellules qui décrochent ici. Regardez bien là. Pops. Parti. Je vous le remontre encore une fois. Regardez bien ici. Poc. Hop, on décroche toute une série de cellules. Donc, avec des expériences ici relativement simples et des observations basiques, ils ont pu mettre en évidence un type de mouvement original sur deux types cellulaires, les natural killer T-cells et les monocytes. Ils ont montré un mouvement de patrolling qui colle avec la fonction de ces cellules, une fonction de surveillance des tissus, et ils ont identifié les conditions qui, pour les natural killer T-cells, va mener à leur arrêt, une activation, une reconnaissance au niveau du récepteur des cellules T, et ils ont également identifié en partie les mécanismes permettant l'adhérence au tissu, ici notamment des adhésines. Alors, ils ont réalisé d'autres types d'études
De nouveau, ici, vous avez des images là simplement statiques avec une accumulation d'images. Ils ont testé en fait différents types de stimulation. Et donc ici par exemple vous avez les mouvements cellulaires avec uniquement du PBS, donc c'est le contrôle négatif. Là ils ont injecté à différents sites de l'acétone en très petite quantité, mais pour créer une petite lésion, une petite inflammation tissulaire, ou ils ont plus simplement fait une insertion avec une micropipette, donc des dégâts mécaniques. Et donc dans les deux cas par exemple ici, ils ont démontré qu'un stimulus stérile mais mécanique ou un stimulant inflammatoire va modifier le pattern de distribution de ces cellules. Et donc, elles patrouillent, mais elles vont également réagir à une inflammation et être recrutées au niveau de la zone d'inflammation.